Il existe, flottant dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, un objet céleste nommé 16 Psyché. Ce n'est pas un rocher ordinaire, c'est le noyau métallique exposé d'une ancienne protoplanète, composée presque entièrement de fer, de nickel et d'or. La NASA et les analystes de Wall Street ont estimé la valeur théorique des métaux contenus dans ce seul astéroïde à 10 000 quadrillions de dollars. Pour mettre ce chiffre vertigineux en perspective, cela représente environ 100 000 fois la valeur de l'économie mondiale actuelle. Si l'on pouvait ramener cette richesse sur Terre et la distribuer équitablement, chaque être humain vivant deviendrait instantanément milliardaire. Ce qui effondrerait bien sûr l'économie telle que nous la connaissons. Mais au-delà de ce chiffre théorique qui fait rêver les tabloïds, une réalité économique bien plus concrète et immédiate est en train de se dessiner en 2026. L'espace a cessé d'être une frontière scientifique réservée aux agences gouvernementales pour devenir le terrain de chasse des capitaux privés les plus agressifs de la planète. Nous assistons à la naissance d'une nouvelle ère industrielle, comparable à la découverte des Amériques ou à la révolution du chemin de fer, où les infrastructures critiques de demain sont en train d'être privatisées par une poignée de visionnaires. La question n'est plus de savoir si nous allons miner des astéroïdes ou coloniser l'orbite basse, mais qui va posséder les droits de propriété sur ces ressources infinies. Le traité de l'espace de 1967, conçu en pleine guerre froide pour empêcher la militarisation de la Lune, est aujourd'hui obsolète face aux ambitions de sociétés comme SpaceX, Blue Origin ou les conglomérats d'États chinois. Le vide juridique actuel est en train d'être comblé par la loi du plus fort et du plus rapide, créant les conditions d'un monopole absolu sur les ressources du futur. Dans cette analyse, nous allons laisser de côté la science-fiction. Nous allons décrypter comment la baisse drastique des coûts de lancement a rendu la géopolitique supérieure à celui de l'arme nucléaire. Bienvenue dans l'économie du New Space, là où se fabriqueront les premiers trillionnaires de l'histoire. Chapitre 1, la chute des cotes, l'accès au marché. Pour comprendre pourquoi cette ruée vers l'or commence maintenant, il faut regarder une seule métrique financière, le coût du kilogramme mis en orbite. Pendant toute l'ère de la navette spatiale américaine, envoyer un kilogramme de charge utile dans l'espace coûtait environ 54 000 $. C'était un prix prohibitif qui limitait l'accès à l'espace, aux gouvernements et aux satellites militaires ultra coûteux. À ce prix-là, aucun business model commercial ne pouvait être rentable, car le ticket d'entrée détruisait toute marge potentielle avant même le décollage. L'arrivée de SpaceX et la réutilisation des fusées ont provoqué une déflation technologique sans précédent dans l'histoire industrielle. Avec la Falcon 9, le coût est tombé à 2 700 $ le kilogramme. Avec le Starship, qui est en train de devenir opérationnel, ce coût pourrait chuter en dessous de 100 $ le kilogramme à terme. C'est une division par 500 des coûts d'accès en l'espace de 2 décennies. Imaginez, si le prix du baril de pétrole ou du mètre carré à New York était divisé par 500, cela déclencherait une frénésie d'investissement immédiate. Cette rupture de coût change fondamentalement la nature des objets que l'on peut envoyer là-haut. Auparavant, chaque composant d'un satellite devait être une merveille d'ingénierie miniaturisée et ultra fiable, car on ne pouvait pas se permettre d'échouer. Aujourd'hui, on peut envoyer des équipements plus lourds, moins optimisés, mais beaucoup moins chers. On passe d'une industrie de l'artisanat de luxe, type Ferrari, à une industrie de production de masse, type Toyota, ce qui permet d'envisager des infrastructures lourdes comme des stations-service orbitales ou des usines. L'impact sur le retour sur investissement, ROA, était mécanique. Des projets miniers ou touristiques qui étaient de la pure perte à 50 000 $ le kilo deviennent soudainement rentables à 100 $. Les fonds de capital risque, venture capital, de la Silicon Valley, qui ignoraient le secteur spatial jugé trop risqué et trop long, inondent désormais le marché de liquidités. En 2025, les investissements privés dans le spatial ont dépassé les budgets de la plupart des agences spatiales nationales, signalant que le marché a pris le relais de l'État. Cependant, cette baisse des coûts crée un embouteillage orbital. L'espace proche de la Terre est une ressource finie. Les meilleures orbites, celles qui permettent de couvrir les zones habitées ou de rester synchronisées avec le Soleil, sont en train d'être saturées à une vitesse exponentielle. C'est une course foncière invisible. Le premier qui place ses satellites sur une orbite donnée occupe le terrain et oblige les autres à aller ailleurs ou à négocier, créant des barrières à l'entrée insurmontables pour les retardataires. La maîtrise du lanceur réutilisable est devenue l'avantage compétitif ultime, le MOAT économique. L'Europe, la Russie et les acteurs traditionnels comme Boeing, qui ont tardé à pivoter vers le réutilisable, se retrouvent technologiquement obsolètes, incapables de s'aligner sur les prix du marché. Ils sont réduits à subventionner leurs propres lanceurs pour maintenir une souveraineté de façade,
tandis que le marché commercial réel leur échappe totalement au profit des acteurs privés américains et chinois. Nous sommes donc à l'an zéro de l'économie spatiale de masse. Tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, des premiers satellites à l'ISS, n'était que le préambule coûteux. La véritable industrialisation commence maintenant, rendue possible par cette chute vertigineuse des coûts logistiques. C'est la condition sine qua non qui transforme l'espace d'un lieu d'exploration scientifique en un lieu d'exploitation économique rationnelle. Chapitre 2. L'Internet du ciel, le cash flow immédiat. Avant d'aller miner des astéroïdes lointains, les entreprises spatiales ont besoin de générer du cash flow immédiat pour financer leurs ambitions martiennes. La réponse à ce besoin de liquidité est la constellation de satellites en orbite basse, comme Starlink. L'idée est de créer une infrastructure de télécommunication mondiale qui ne dépend ni des câbles sous-marins vulnérables, ni des antennes relais terrestres limitées par la géographie. C'est la privatisation de la couche physique d'Internet. Le marché adressable est gigantesque. Il ne s'agit pas seulement de connecter les zones rurales ou les pays en développement, mais de fournir une connexion haute fréquence aux marchés financiers, aux armées et aux navires. La lumière voyage plus vite dans le vide de l'espace que dans la fibre de verre optique sur Terre. Pour un trader haute fréquence à New York, gagner 3 millisecondes sur une transaction vers Londres vaut des millions. Cette prime de latence justifie à elle seule des abonnements à prix d'or pour les acteurs institutionnels. Celui qui contrôle cette méga-constellation contrôle de facto le flux d'informations mondiales. En cas de conflit géopolitique, comme nous l'avons vu récemment, le propriétaire de la constellation a le pouvoir d'allumer ou d'éteindre Internet sur une zone de guerre, devenant un acteur géopolitique aussi puissant qu'un État-nation. C'est une souveraineté numérique qui échappe aux régulations traditionnelles des télécoms, car l'infrastructure ne touche pas le sol du pays qu'elle dessert. La barrière à l'entrée pour concurrencer un réseau comme Starlink est terrifiante. Il faut lancer des milliers de satellites, les maintenir en orbite, gérer les risques de collision et renouveler la flotte tous les 5 ans. Seule une entreprise possédant ses propres lanceurs réutilisables peut soutenir une telle cadence de déploiement sans faire faillite. Cela crée une situation de monopole naturel où le premier entrant prend une avance telle qu'il devient indétrônable, dictant les standards et les prix pour la planète entière. Les revenus générés par ces services Internet sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars par an, bien plus que le marché du lancement de fusées lui-même. C'est cette vache à lait qui financera les projets plus risqués comme les bases lunaires ou martiennes. SpaceX n'est pas une entreprise de fusées. C'est une entreprise de télécommunications qui utilise des fusées pour installer ses antennes. C'est un changement de paradigme que les concurrents traditionnels ont mis trop longtemps à comprendre. Cependant, cette occupation massive de l'orbite basse soulève des inquiétudes majeures sur la gestion du trafic spatial. Le risque du syndrome de Kessler, une réaction en chaîne où des débris entrent en collision et rendent l'orbite inutilisable pendant des siècles, augmente chaque jour. La gestion durable de l'espace devient un enjeu économique. Si l'orbite devient une poubelle, le business model s'effondre. Les entreprises devront bientôt payer pour nettoyer leurs propres déchets ou prouver qu'elles peuvent désorbiter leurs satellites en fin de vie. L'Internet spatial est la première étape de la colonisation économique. C'est l'équivalent de la construction des chemins de fer au XIXe siècle. On construit d'abord les rails, la connexion, et ensuite seulement on peut transporter les marchandises et les personnes. Nous assistons à la mise en place de la colonne vertébrale numérique d'une future économie multiplanétaire, dont les clés sont détenues par des capitaux privés. Chapitre 3. La guerre des ressources, miner ou mourir. La Terre a un problème fondamental pour une économie en croissance exponentielle. Ses ressources sont finies. Nous sommes en train d'épuiser les gisements faciles d'accès de métaux critiques comme le cobalt, le platine, les terres rares et le nickel, indispensables à la transition énergétique et à l'électronique. Creuser plus profond sur Terre coûte de plus en plus cher et dévaste l'environnement. L'espace offre une solution radicale, l'abondance absolue. Les astéroïdes de type M, métalliques, sont des blocs purs de ressources qui n'ont pas subi l'oxydation ou la sédimentation terrestre. Un seul astéroïde de taille moyenne peut contenir plus de platine que tout ce qui a été extrait dans l'histoire de l'humanité. L'afflux de tels matériaux pourrait faire s'effondrer le prix des matières premières sur Terre, rendant l'électronique et les technologies vertes incroyablement bon marché, déclenchant une ère de post-rareté pour certains matériaux. Mais le véritable or de l'espace à court terme n'est pas le métal, c'est l'eau. L'eau sous forme de glace est présente dans les cratères polaires de la Lune et sur certains astéroïdes. Dans l'espace, l'eau c'est la vie, mais c'est surtout le carburant. En séparant l'hydrogène et l'oxygène par électrolyse, grâce à l'énergie solaire, on obtient du carburant pour fuser. Transporter de l'eau depuis la Terre coûte une fortune à cause de la gravité. La trouver sur place change toute l'équation logistique. Celui qui contrôlera les gisements de glace des pôles lunaires deviendra le Shell,
ou le total de l'espace. Il pourra ravitailler les vaisseaux en orbite, leur permettant d'aller vers Mars ou la ceinture d'astéroïdes, sans avoir à décoller avec tout leur carburant depuis la Terre. La Lune deviendra la station-service stratégique du système solaire. C'est pour cette raison précise que la Chine et les États-Unis visent exactement les mêmes cratères au pôle sud lunaire pour leur future base. La technologie pour miner ces corps célestes est déjà en cours de développement. Il ne s'agit pas d'envoyer des foreurs à la Bruce Willis, mais des essaims de robots autonomes qui utilisent la chaleur solaire pour vaporiser la roche ou des aimants pour collecter la poussière métallique. Ces opérations minières seront entièrement automatisées, pilotées par des intelligences artificielles capables de gérer la latence des communications. Cependant, ramener ces matériaux sur Terre reste un défi économique. Pour les métaux précieux, platine, or, rhodium, cela peut être rentable. Pour le fer ou le nickel, il est plus logique de les utiliser sur place pour construire des structures géantes en orbite. On voit émerger le concept de manufacture in situ, construire les usines, les habitats et les panneaux solaires directement dans l'espace avec des matériaux spatiaux, sans jamais rien lancer depuis la Terre. Cette perspective crée une urgence géopolitique. Si une nation ou une entreprise parvient à établir une chaîne d'approvisionnement autonome dans l'espace, elle ne dépendra plus des ressources terrestres. Elle aura accès à une énergie solaire illimitée, sans nuages, sans nuit et à des matériaux infinis. Elle deviendra une superpuissance économique intouchable, capable de construire des infrastructures d'une échelle inimaginable pour une économie terrestre contrainte. Chapitre 4. Le vide juridique, la loi du premier arrivé. Toute cette activité économique se heurte à un mur juridique monumental. Le traité de l'espace de 1967 stipule que l'espace est le patrimoine commun de l'humanité et qu'aucune nation ne peut s'approprier un corps céleste par souveraineté. En théorie, cela signifie qu'on ne peut pas planter un drapeau sur la Lune et dire « c'est à moi ». Mais le traité est flou concernant l'exploitation commerciale par des acteurs privés qui n'existaient pas à l'époque. Les États-Unis, conscients de cet enjeu, ont unilatéralement changé la donne avec le Space Act de 2015. Cette loi stipule que si une entreprise américaine extrait une ressource de l'espace, eau, minerai, cette ressource lui appartient légalement. C'est le principe du pêcheur en haute mer, personne ne possède l'océan, mais le poisson que vous attrapez est à vous. Le Luxembourg et les Émirats arabes unis ont suivi avec des lois similaires pour attirer les sièges sociaux des entreprises minières. Cette approche premier arrivé, premier servi était contestée par d'autres puissances, notamment la Russie et la Chine. Mais dans les faits, c'est la réalité du terrain qui prévaudra. La possession physique est 9/10 de la loi. Si SpaceX ou une entreprise chinoise installe une base minière sur un cratère lunaire et commence à extraire de la glace, personne n'ira les déloger avec un texte de loi de l'ONU. La légalité suivra la réalité industrielle. Cela crée un risque de conflits territoriaux de facto. Les zones de sécurité, safety zone, sont un concept proposé par les accords Artemis de la NASA. Autour de chaque base ou équipement, on définit une zone où les autres ne doivent pas interférer pour éviter les accidents. En pratique, cela revient à privatiser des parcelles de terrain lunaire stratégiques sans le dire officiellement. C'est une appropriation déguisée des meilleurs emplacements. Les juristes internationaux s'arrachent les cheveux sur des questions inédites. Si un robot minier endommage un autre robot sur un astéroïde, quelle juridiction s'applique? Si une entreprise fait faillite en laissant des déchets dangereux en orbite, qui est responsable? L'absence de police de l'espace et de tribunal compétent signifie que les entreprises vont devoir opérer dans un environnement de Far West où la réputation et la force de dissuasion seront les seules règles. Les banques et les assureurs exigent pourtant une clarté juridique avant de financer des projets à plusieurs milliards. On s'oriente donc vers la création de blocs juridiques concurrents. Un bloc occidental mené par les USA, accords Artemis, et un bloc mené par la Chine et la Russie, ILRS. L'espace sera divisé non seulement physiquement, mais légalement, forçant les pays tiers à choisir leur camp et leurs standards technologiques. L'histoire nous enseigne que les droits de propriété sont le fondement de la prospérité économique. Sans la garantie que ce que vous construisez ou extrayez vous appartient, personne n'investit. La définition de ces nouveaux droits de propriété extraterrestres est donc le chantier politique le plus urgent de la décennie. C'est lui qui déterminera si l'espace deviendra un marché libre et ouvert ou un domaine féodal contrôlé par des monopoles d'État. Chapitre 5. La souveraineté, le risque militaire. L'économie spatiale ne peut pas être dissociée de la stratégie militaire. Les satellites sont devenus les yeux et les oreilles des armées modernes. Le guidage des missiles, la communication des drones, la surveillance des mouvements de troupes, tout passe par l'espace. Protéger ces actifs spatiaux est devenu une priorité de sécurité nationale, d'où la création de la Space Force aux États-Unis et de commandements spatiaux équivalents en Chine et en France. La technologie spatiale est par nature duale.
Une fusée capable de lancer un satellite commercial est aussi un missile balistique intercontinental potentiel. Un satellite capable de s'approcher d'un autre pour le réparer ou le ravitailler, service en orbite, est aussi capable de le saboter, de lui couper ses panneaux solaires ou de le désorbiter. La frontière entre un outil civil de maintenance et une arme anti-satellite est extrêmement floue, créant un climat de suspicion permanente. La menace la plus terrifiante pour l'économie spatiale est la guerre anti-satellite cinétique. Si une nation décide de détruire les satellites de l'ennemi avec des missiles, elle crée des milliers de débris qui tournent à 28 000 km/h. Ces débris peuvent détruire d'autres satellites, créant une réaction en chaîne incontrôlable. Une telle guerre rendrait l'orbite basse inutilisable pour tout le monde pendant des décennies, détruisant instantanément l'économie du New Space. C'est pour cette raison que les grandes puissances développent des armes douces, brouillage électronique, aveuglement laser, cyberattaques sur les stations de contrôle au sol. L'objectif est de neutraliser l'adversaire sans casser le jouet, l'environnement orbital, dont tout le monde a besoin pour son économie. La cyberguerre spatiale est déjà une réalité quotidienne, invisible pour le grand public, mais critique pour les opérateurs. La dépendance croissante de l'économie civile envers l'espace, GPS pour les transports, datation des transactions bancaires, observation météo pour l'agriculture, rend nos sociétés terrestres extrêmement vulnérables à une perturbation spatiale. Une tempête solaire majeure ou une attaque coordonnée pourrait paralyser l'économie mondiale en quelques heures. La résilience des infrastructures spatiales devient donc un enjeu de stabilité financière globale. La Chine a clairement identifié l'espace comme le domaine où elle peut dépasser les États-Unis. Son programme spatial avance avec une régularité de métronome, station spatiale permanente, rover sur Mars et sur la face cachée de la Lune, projet de centrale solaire orbitale. Cette compétition force les États-Unis à accélérer et à s'appuyer davantage sur le secteur privé, car la NASA seule ne peut pas suivre le rythme et le budget de l'État-parti chinois. Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide, mais cette fois-ci, l'objectif n'est pas idéologique. Il est économique et territorial. Il s'agit de sécuriser les hauts lieux stratégiques, Pointe de Lagrange, pôle lunaire, qui permettront de dominer le système Terre-Lune pour le siècle à venir. Celui qui tient le haut du terrain, l'espace, contrôle le bas du terrain, la Terre. Chapitre 6, l'horizon d'investissement, qui sera trillionnaire. Alors, qui seront les gagnants de cette course effrénée ? Les analystes s'accordent à dire que le premier trillionnaire de l'histoire, un individu possédant 1000 milliards de dollars, sera un entrepreneur de l'espace. Les candidats évidents sont les propriétaires des infrastructures de lancement et de communication, comme Elon Musk avec SpaceX, qui détient déjà une position dominante quasi monopolistique sur l'accès à l'orbite occidentale. Mais la chaîne de valeur va se complexifier. Après les transporteurs, SpaceX, Blue Origin, viendront les bâtisseurs, des entreprises spécialisées dans les modules habitables gonflables, les stations spatiales privées, comme Axiom Space, qui remplaceront l'ISS vieillissante. Ces stations deviendront des laboratoires pharmaceutiques en apesanteur, certaines protéines cristallisent mieux sans gravité, et des hôtels de luxe pour l'ultra-élite, créant de nouveaux marchés à forte marge. Ensuite viendront les serviceurs, les dépanneurs de l'espace, des entreprises capables de prolonger la vie des satellites, de les ravitailler ou de les déplacer. C'est un marché de maintenance industrielle classique transposé en orbite. Et enfin, à plus long terme, les mineurs et les industriels lourds qui transformeront la matière première extraterrestre en produits finis, libérant la Terre de la pollution industrielle lourde. L'investissement dans l'espace demande ce qu'on appelle du patient capital, capital patient. Les cycles de retour sur investissement sont longs, de 10 à 15 ans, et les risques d'échec techniques sont élevés. Cependant, une fois que l'infrastructure est en place et que le monopole est établi, les rentes sont perpétuelles. C'est le pari que font les investisseurs visionnaires, accepter de brûler du cash aujourd'hui pour posséder les autoroutes du futur. Nous verrons aussi probablement l'émergence de nouvelles places financières et de nouveaux instruments juridiques pour financer ces projets. Des obligations spatiales, des assurances spécialisées, peut-être même des monnaies ou des crédits spécifiques à l'économie lunaire. L'espace va créer son propre écosystème financier déconnecté des cycles terrestres. Mais attention à la bulle spéculative. Comme pour Internet en l'an 2000, beaucoup d'entreprises à monde spatiales actuelles vont faire faillite. Celles qui n'ont pas de business model solide, qui dépendent uniquement de contrats gouvernementaux ou qui ont sous-estimé la complexité technique, disparaîtront. Seuls les acteurs intégrés, agiles et massivement capitalisés survivront à la consolidation inévitable du secteur. En conclusion, l'économie spatiale n'est pas une option, c'est une nécessité évolutive. Pour continuer à croître sans détruire notre biosphère, l'humanité doit externaliser sa production et son extraction de ressources vers l'espace mort. C'est le plus grand pivot économique de l'histoire de notre espèce.
Les cartes sont en train d'être distribuées maintenant. Ceux qui regardent encore le ciel avec poésie ont déjà perdu face à ceux qui le regardent avec un fichier Excel. Nous ne sommes plus à l'époque de Neil Armstrong. Nous sommes à l'époque de Rockefeller et de Carnegie, mais à l'échelle du système solaire. L'espace est en train de devenir une zone économique exclusive, où les premiers arrivés fixeront les règles pour les siècles à venir. La question pour l'investisseur n'est pas de savoir si cela va arriver, mais s'il veut être spectateur ou actionnaire de cette révolution. Dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'il faut interdire l'appropriation des ressources spatiales, ou au contraire laisser le marché libre accélérer notre expansion? Si cette analyse vous a ouvert les yeux sur l'enjeu réel de la conquête spatiale, abonnez-vous. Nous continuerons à suivre la trace de l'argent, même en apesanteur. À très vite.